Durant les dernières semaines de 1999, la France n'a pas vécu dans la peur du bug de l'an 2000, mais dans celle du nouvel ennemi public numéro 1, Sid Ahmed Rezala. Tout commence par la découverte du corps d'une jeune Anglaise, jetée par la fenêtre du train de nuit Limoges-Paris. La suite est une succession d'erreurs policières ayant permis au tueur de s'échapper. Accusé levez-vous est un podcast du groupe Centre France. Cet épisode est écrit et réalisé par Bertrand Hiverneau, Roland Segui et Stéphanie Delane. Elle s'appelait Isabelle Pic, Émilie Bazin, Corinne Caillot. Il est important de commencer par leurs noms à elles, même si c'est le sien qui reviendra le plus souvent dans ce récit. Ces trois femmes ont été tuées par Sid Ahmed Rezala. Il n'a jamais été condamné pour ses crimes, il les a simplement reconnus devant un journaliste, puis il s'est suicidé. Il a fui à tout jamais les questions, et malheureusement par la mécanique implacable de la rubrique des faits divers, c'est son nom qui est resté dans les esprits et non les leurs. Alors répétons-les. Isabelle Pic, Émilie Bazin, Corinne Caillot, les victimes du tueur des trains, les proies sacrificielles d'un abominable concours de circonstances. Dans la France de 2023, où les trains de nuit font leur retour en fanfare, les communicants de la SNCF vantent les vertus vertes de ces convois fondant les ténèbres sur de grandes distances. Pourtant, 2 décennies en arrière, ils étaient devenus synonymes de terreur. Cela a commencé le 13 octobre 1999 dans un petit bourg de l'Indre, le Pont-Chrétien-Chabenay. Lors d'une promenade de fin d'après-midi, une habitante découvre un corps désarticulé et partiellement dévêtu près des voies de la gare désaffectée. Il s'agit d'une femme. Elle est impossible à identifier. Elle n'a aucun papier sur elle et sa tête a explosé à la suite de l'impact d'une incroyable violence. Les gendarmes font le tour du voisinage. Cette nuit-là, plusieurs riverains ont entendu un cri affreux. La victime s'est-elle ou a-t-elle été jetée d'un train de nuit? Lequel? À l'époque, il n'y a quasiment aucun contrôle à quai. Comment trouver une passagère manquante sur un listing inexistant? Et puis la SNCF assure qu'il est impossible de se défenestrer depuis ces wagons et que les portes se scellent automatiquement à partir de 7 km/h. La première partie est un mensonge. Les heures passent, deviennent des journées, les gendarmes pataugent. Ils ne sont même pas sûrs que la défunte se trouvait dans un train. Peut-être s'est-elle suicidée en passant sous les roues? Ce n'est pas ça. Elle était dans le Limoges-Paris, numéro 4412 de 3h08. Elle s'appelait Isabelle Pic. La disparition de cette Anglaise de 20 ans est signalée par ses parents 6 jours plus tard. La veille, l'enquête venait enfin de franchir un cap, avec la transmission d'un appel à témoins au Populaire du Centre, le quotidien de Limoges. La tenue et les 3 bagues que portait la victime y sont décrites. C'est Interpol qui, finalement, donnera son identité. Didier Lagedamont, vous avez couvert cette affaire pour le Populaire du Centre. Imaginez-vous, au départ, qu'elle aurait autant de retentissement? Alors on s'est aperçu tout de suite que l'affaire serait hors norme. Pourquoi? Parce que tout de suite on a vu un déferlement de presse britannique, plus l'émoi que ça suscitait dans la région d'origine d'Isabelle. Il y avait un journal qui s'appelait The Sentinel, qui quasiment tous les jours faisait une une sur Isabelle et remettait en cause systématiquement les méthodes d'investigation des Français en disant « ça va pas assez vite ». Il menaçait d'ailleurs les policiers français d'interroger des policiers britanniques pour pointer les errements de nos enquêteurs. Isabelle Pic venait de débuter une année d'échange Erasmus à Limoges. Mais son pays et son petit ami manquaient à l'étudiante en droit. Sur un coup de tête, elle a décidé de les rejoindre l'un et l'autre. Elle s'est rendue à la gare des Bénédictins à Limoges au milieu de la nuit. Des témoins disent l'avoir vue partager un joint et discuter avec un jeune homme à l'aspect négligé. L'un d'eux est certain qu'il est monté dans le train derrière elle. Ils auraient pris place dans la voiture 15,
déserte, car réservée pour un groupe de militaires patientant en gare de Vierzon. L'hypothèse criminelle ne fait plus aucun doute, d'autant que des habits d'Isabelle Pic sont retrouvés le long des voies à 10 km au nord de Chabenay et ses bagages encore 12 km plus loin. Les gendarmes prennent alors un gros coup de pression des journalistes britanniques. La presse anglaise tire à boulet rouge sur l'enquête. Pourquoi avoir tant tardé à diffuser un appel à témoins? Pourquoi n'y a-t-il eu aucune investigation d'envergure nationale? Pourquoi ce silence borné derrière lequel se retranchent les deux juges chargés du dossier? La famille d'Isabelle Pic réagit vivement aux propos du procureur de la République de Limoges, qui voit dans la victime une personne naïve, sans doute pas assez méfiante. Ses parents s'en émeuvent, ils donnent une description contraire et mettent en avant sa grande force en judo. La SNCF aussi est pointée du doigt. Quelle sécurité offre-t-elle aux femmes voyageant seules dans ces trains de nuit? La voiture 15 était un modèle vétuste à compartiment de place assise. Ses fenêtres s'ouvraient aisément jusqu'à la moitié de leur hauteur, permettant le passage d'un corps. En 1999, l'affaire Caroline Dickinson n'est pas encore résolue. La collégienne de 13 ans, en voyage scolaire en France, a été violée et étouffée dans une auberge de jeunesse bretonne 3 ans plus tôt. Et malgré des milliers de tests génétiques, l'enquête est au point mort. Voilà donc qu'une autre Anglaise se fait tuer en France sans que les gendarmes ne soient sur une piste crédible. Les manchettes, outre-Manche, sont assassines. Pourtant, il y a bien une piste que les magistrats étudient avec beaucoup de discrétion, sans doute trop. Un portrait robot a été établi à partir des descriptions des témoins de la gare des Bénédictins. Si l'esquisse grossière s'avérera très éloignée des traits fins du visage de Sid Ahmed Redzala, la description qui est faite dans le texte lui correspond fidèlement. Sur ce feuillet diffusé à quelques services d'enquête seulement, il n'est pas question d'un suspect de meurtre, mais d'un témoin numéro 1. Beaucoup de retenue donc, et même une grosse colère lorsque le portrait robot fuite dans le populaire du centre. Les deux juges menaceront même le journal de poursuite judiciaire. Et si la traque de Sid Ahmed Redzala avait été lancée plus tôt, à une plus grande échelle? Oui, de telles conjectures ajoutent de la souffrance pour les familles endeuillées. Mais dans une affaire de tueurs en série marquée par tant d'errements procéduraux, elles sont légitimes. Le 13 novembre 1999, un mois après le meurtre d'Isabelle Pic et 1 mois et 1 jour avant celui de Corinne Caillot, Sid Ahmed Redzala est appréhendé par des douaniers dans le TGV Berne-Paris. Il n'a pas de billet sur lui, mais un couteau, une bombe lacrymogène et 20 grammes de résine de cannabis. 10 heures de garde à vue plus tard, le parquet de Besançon le remet en liberté. Personne n'a lu, dans l'est de la France, l'avis de recherche lancé depuis Limoges pour un resquilleur habituel de son âge, de sa corpulence et de son apparence, qui a été vu avec Isabelle Pic peu avant sa mort. Pire, Sid Ahmed Redzala, relâché de prison dans le courant de l'année, devrait être inscrit au fichier des personnes recherchées, car il ne répond plus aux convocations de son juge d'application des peines depuis 6 mois déjà. Inexplicablement, son nom ne figure pas dans le logiciel. Enfin, des policiers d'Amiens aimeraient aussi lui mettre la main dessus. Il serait la dernière personne vue en compagnie d'Émilie Bazin lors d'une soirée étudiante le 29 octobre 1999, avant qu'elle ne disparaisse inexplicablement. Mais dans cette affaire, aucun avis n'a été diffusé. La raison d'être d'un tueur itinérant est de vagabonder. Dans la France de 1999, où les services d'enquête sont cloisonnés, par tradition et parfois par esprit de concurrence, voire par jalousie, le flagrant délit est pour lui un plus grand risque d'être stoppé que la traque coordonnée. Ainsi, Sid Ahmed Redzala va apparaître aux yeux du public du jour au lendemain. Le 15 décembre 1999, sa photographie se retrouve à la une de tous les journaux. Celui qui est désormais désigné comme le tueur des trains est recherché pour un meurtre atroce commis la veille. Les contrôleurs du train de nuit Calais-Vintimille ont trouvé, vers 3 heures du matin,
le cadavre encore tiède de Corinne Caillot dans les toilettes de la voiture 46, à un wagon couchette. Elle a été poignardée à 14 reprises sur tout le haut du corps, y compris le visage. Cette femme de 36 ans, originaire de Solesmes, dans le Nord, se rendait à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, au chevet de sa mère hospitalisée. Elle voyageait avec son fils de 5 ans et un petit chien. Elle est montée en gare de Longo, près d'Amiens, Sid Ahmed Redzala aussi. Il s'est fait remarquer pour son état d'agitation et sa consommation de stupéfiants. Les agents SNCF ont fini par le verbaliser et le contraindre à descendre en gare de Dijon. La découverte du corps survient quelques minutes plus tard. Sid Ahmed Redzala a abandonné sa casquette ensanglantée au milieu de cette scène effroyable. Il a donné son véritable nom pour le procès-verbal, comme il l'avait fait le jour précédent le meurtre d'Isabelle Pic, lorsqu'un contrôleur l'avait débarqué en gare de Limoges d'un train en provenance de Paris. Didier Lachdamon, la diffusion de la photo et du signalement de Sid Ahmed Redzala donne une autre envergure à l'affaire, car c'est désormais un tueur en série qui est recherché. Comment est accueillie cette nouvelle à Limoges ? Le portrait robot, ça a provoqué un certain nombre de signalements, beaucoup trop aux yeux des enquêteurs, qui se noyaient dans les signalements. En revanche, où ça fait vraiment beaucoup d'effet, c'est Outre-Manche. C'est ce qu'ils revendiquaient et attendaient depuis longtemps. Ils disaient, mais pourquoi vous avez déclenché aussi tard ? Parce que le portrait robot, nous on le diffuse, il me semble, en décembre, on l'a en novembre, et il doit être prêt et montré au chauffeur de taxi, puisque Isabelle Pic avait pris un taxi avant de s'en rendre à la gare, 15 jours, 3 semaines après le meurtre d'Isabelle. Sid Ahmed Redzala. L'identité est reprise partout. Sous la photo, où il affiche un large sourire, le jeune homme est qualifié d'individu dangereux et suspecté de violence avec arme blanche et viol. Il y a quelques heures, il était inconnu. Désormais, c'est l'ennemi public numéro 1. Eh bien, malgré son statut immédiat de serial killer potentiel, malgré sa marginalité et sa volatilité géographique, le juge de Dijon, qui instruit le meurtre de Corinne Caillot, saisit la police locale, et non un service d'enquête aux prérogatives territoriales étendues. Sid Ahmed Redzala a donné l'adresse de ses parents à Marseille. Mais les policiers dijonnais ne s'y précipitent pas. Ils appellent leurs collègues marseillais qui ne veulent pas agir sans une commission rogatoire signée du magistrat. Elle met plusieurs heures à arriver, quand des agents toquent enfin à la porte de l'appartement familial du quartier de la Belle de Mai à Marseille. L'ennemi public numéro 1 est déjà monté dans un autre train, direction l'Espagne. Un journaliste bien informé les a devancés. Le père de Sid Ahmed Redzala lui a ouvert la porte. « Vous venez de le rater », a répondu cordialement l'homme. « Il est parti il y a 5 minutes. » Son épouse lui avait préparé du linge propre, il lui avait donné 300 francs. Il avait l'air normal, diront-ils plus tard, ne sachant rien de ses agissements récents. Deux jours plus tard, le 17 décembre, un cran supplémentaire est atteint dans l'horreur. Le cadavre dénudé d'Émilie Bazin, une étudiante en ethnologie de 20 ans, est retrouvé sous un tas de charbon dans une cave de la rue Jules Lefebvre à Amiens. Dans cette pension tenue par un professeur de lettres à la retraite, des occupants ont entendu les échos d'une dispute plusieurs semaines auparavant, dans la nuit du 29 au 30 octobre. D'autres ont perçu des bruits étranges dans l'escalier, comme si quelqu'un descendait une grosse malle. Sid Ahmed Redzala occupait l'une des chambres. Il y a emmené Émilie Bazin, rencontrée lors d'une soirée dans un foyer de la faculté de sociologie. Un participant les a vus partir ensemble. La famille d'Émilie Bazin a signalé sa disparition le lendemain, mais l'enquête a buté sur l'absence de corps. Sid Ahmed Redzala et Émilie Bazin ont eu des rapports sexuels. L'autopsie ne pourra pas déterminer s'ils étaient consentis ou non. Elle a été frappée et étranglée avec une chemise en jean. Son sang est retrouvé sur les murs de la chambre. Le sperme du jeune homme est prélevé sur la dépouille, à côté de laquelle a été jetée une cigarette avec des traces de son ADN.
Sid Ahmed Redzala est désormais recherché pour 3 meurtres. Mais il n'est déjà plus en France, et cette affaire n'en est pas à son dernier rebondissement, à sa dernière aberration. Dans le 2e épisode, nous vous raconterons la fuite de Sid Ahmed Redzala et l'interview confession accordée à un journaliste. L'affaire du tueur des trains est à retrouver sur l'ensemble des sites du groupe Centre France et sur les plateformes de streaming.